Bonjour à tous ou re-bienvenue pour les gens qui connaissaient pas la chaîne. J'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne, mais elle remonte à quelques temps et j'ai décidé de ne plus aborder le même sujet et tout. La chaîne a été complètement mise au renouveau. Sur cette chaîne, je vais aborder plusieurs thèmes, notamment je vais parler de science, en tout cas j'espère pouvoir avoir le temps de le faire, parler de science, de collection et du coup pour cette première vidéo d'identification de monnaie. Voilà, je vais pas m'attarder plus que ça. C'est ma première vidéo, j'espère en faire de manière plus régulière. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un moyen simple de comprendre et de mieux identifier les monnaies. Premièrement, pour commencer, il vous faut des monnaies, évidemment. Dans cet exemple-là, je vais prendre des monnaies suisses, en l'occurrence des demi-francs, pour bien que vous puissiez comprendre. Tac. Prenons-en une. Par exemple, cette magnifique demi-franc de 1962. Il y a premièrement le revers, qui est la partie avec la valeur. Il y a l'avers, la partie autre que celle où il y a la valeur. Il y a aussi, très important, à ne surtout pas négliger, la tranche. Souvent, elle peut nous donner des informations très précieuses quant au modèle, au type, ou même à l'identité de la pièce pour voir s'il s'agit bien d'une vraie. Il peut y avoir sur certaines pièces en argent, les 5 francs Napoléon par exemple, des fausses pièces très bien reproduites, sauf le bord qui est lisse au lieu d'avoir les inscriptions classiques. J'aurai un exemple à vous montrer après si jamais. Qu'est-ce que nous pouvons voir au revers? Nous pouvons voir la valeur qui est marquée ici, donc 1 sur 2, un demi, FR point franc, demi-franc suisse en l'occurrence. En dessous, nous pouvons voir la date 1962. Donc cette pièce a été normalement frappée en 1962. Il peut y avoir des exceptions, attention. Il peut y avoir, notamment sur les pièces espagnoles, les 100 pesetas par exemple, où la valeur marquée est une valeur, enfin une date commune à toutes les 100 pesetas, et en fait la véritable date de frappe est dans les petites étoiles qui sont sur le côté. Il faut en tenir compte et ne pas mettre la date que vous voyez en grand, car en fait il ne s'agit pas de la date de frappe. Et tout en bas, vous pouvez constater qu'il y a un B. Hop. Vous voyez le petit B qui est ici. Le B correspond en fait à l'atelier de fabrication et donc du coup va nous renseigner sur le type de monnaie. Quel atelier l'a fabriqué et donc du coup quelle valeur elle a si c'est ce qui vous intéresse. Ensuite, on a la tranche. En l'occurrence, là c'est ce qu'on appelle une tranche striée avec des petites dents qui d'ailleurs ne sont pas des dents droites, comme vous pouvez le constater, des dents légèrement inclinées sur les côtés, un peu arrondies dans la forme de la pièce. On le voit notamment sur le bord, juste là, on voit que c'est pas parfaitement carré, mais légèrement arrondi sur le côté. Ça peut être intéressant, notamment sur certaines pièces françaises où la seule différence entre deux modèles différents, de types différents, c'est justement qu'il y en a un qui sera bien anglais alors que l'autre sera un peu arrondi. Des fois, ça se joue qu'à ça. Ensuite, nous avons l'avers. L'avers, nous pouvons observer les différentes illustrations qu'il y a, comme au revers d'ailleurs. Au revers, nous avons également des illustrations qui varient en fonction de la monnaie, bien évidemment. Donc, à l'avers, nous avons Helvetia, en l'occurrence. Souvent, il y a une illustration principale, des illustrations secondaires, notamment les petites étoiles qui sont ici. Il peut y avoir du texte, pas obligatoirement, mais il peut y en avoir. En l'occurrence, là, il y en a un peu. C'est juste le nom de la figure. Et il y a également tout en bas, je vais vous montrer ça, hop, A.Bovi. Vous voyez, A.Bovi.
A.Bovie, en fait, il s'agit du nom du graveur, ce qui peut être très intéressant, notamment pour l'identification. Lorsqu'il reste que cette information-là, ça peut essayer de restreindre un peu le nombre de pièces à checker pour trouver le bon modèle. Maintenant que les présentations sont faites, on peut faire un exercice plus pratique. Il existe, notamment pour les vieilles monnaies, des états relativement mauvais. Nous sommes là à peu près au niveau 1 en termes de dégradation. Une dégradation relativement peu importante. Il y aura des pièces un peu plus usées par la suite, si je les présente bien évidemment. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous avons toujours notre avers qui est ici, et nous avons notre revers qui est ici. J'aime bien commencer par le revers pour un peu mettre du contexte sur à quoi servait cette monnaie. Nous voyons quoi? Nous voyons une devise qui est marquée ici. À ne pas confondre avec la devise, la monnaie, en l'occurrence c'est la devise du pays. Regno d'Italia, c'est le nom du pays, tout simplement. Ensuite, nous avons la valeur, donc 50 centesimi, centesimi qui veut dire centime en italien. Et en bas, nous avons évidemment, contrairement à l'autre où c'était bien du côté avers, cette fois-ci l'atelier de fabrication est du côté revers, c'est un N suivi d'un M. Le M étant un peu usé, c'est un M dans un rectangle en réalité. Cela nous renseigne sur l'endroit où elle a été fabriquée. Maintenant la tranche, toujours faire dans cet ordre ou un ordre similaire pour ne pas oublier d'informations. Nous pouvons voir là, surtout avec le reflet pour vous, qu'il s'agit bien d'une tranche lisse. Il n'y a rien, pas d'inscription, pas de strie, pas d'information particulière, c'est donc une tranche lisse. Et puis nous avons notre avers qui est juste ici. Nous avons le nom de l'émetteur. Il y a du coup le territoire où il a été émis, Italie, et le nom de l'émetteur, Vittorio Emanuele II. Victor Emmanuel II, le premier roi d'Italie. Souvent sur les pièces de plus petite valeur comme les 5 et 10 centimes, nous pouvons voir Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, pour dire roi d'Italie, tout simplement. Nous avons la date d'émission, donc 1863. Cette fois-ci, il n'y a pas de piège. Les 100 pesetas seront peut-être traités dans une autre vidéo, mais cette fois-ci, il n'y a pas de piège. C'est bien fabriqué en 1863. Et nous avons le nom du graveur, qui est juste ici, Monsieur Ferrari, tout simplement. Le nom du graveur qui peut nous aider à l'identification de la monnaie. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans cette monnaie qui pourrait être utilisée pour l'identification? Les caractéristiques, tout simplement. Le diamètre, très important, et peut être calculé. Le mieux serait un pied à coulisse. Une règle peut être suffisante dans beaucoup de cas, surtout pour les grandes monnaies, mais ceci est une petite 50 centimes, format 50 centimes très répandu en 1850. Vous voyez, ça fait la largeur d'un doigt globalement. Donc c'est relativement petit, et avec une règle, ça risque d'être assez peu précis. D'ailleurs, fait intéressant, elle fait exactement la même taille que les demi-francs mentionnés juste plus tôt. Si on compare les deux, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le même module, c'est-à-dire les mêmes dimensions de diamètre. On appelle ça un module, les dimensions de diamètre. Si on les superpose, on voit que c'est le même. Ensuite, nous avons nous avons l'épaisseur, du coup ça correspond en fait à la largeur de la tranche, tout simplement. Prendre au niveau de la tranche ou prendre un peu plus loin, c'est pas forcément important dans le cas où une monnaie est peu usée ou peu altérée, mais ça peut être intéressant de prendre que au niveau de la tranche si la pièce est tordue, par exemple, car le fait de prendre même un tout petit peu tordu, un peu gondolé au milieu, le fait de prendre tout
risquerait de fausser un petit peu et ça va légèrement compliquer votre identification, mais c'est pas forcément dramatique, hein. Si vous avez les informations qui sont écrites, je vous conseille d'utiliser majoritairement les informations écrites. Si elles sont très usées, vous pouvez utiliser les dimensions, ça va de soi. Et enfin, nous avons le poids. Dans les caractéristiques physiques, nous avons le poids qui peut être très intéressant, notamment pour les petites monnaies comme celle-ci, où il peut y avoir plusieurs modules. En l'occurrence, là, il n'y en a pas, mais les petites monnaies médiévales, où le poids peut être très 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 important à noter. Et enfin, pour terminer, il faut, dans l'idéal, réussir, si vous n'arrivez pas à identifier avec le reste des infos, qu'il en manque, réussir à déterminer le métal. Une détermination simple sera suffisante, hein, pas besoin de savoir que pour les pièces modernes, c'est du nickel, magnésium, enfin, c'est pas important. Il faut réussir avec notamment, on peut utiliser la densité, donc masse par rapport au volume, la masse volumique, rapportée à la masse volumique de l'eau. Vous cherchez sur internet ou vous demandez à ChatGPT tout simplement si vous n'êtes pas bon en maths comme moi. Vous pouvez utiliser la masse volumique pour vous donner une idée du métal. En l'occurrence, ceci est du métal majoritairement composé d'argent. C'est donc de l'argent. S'il n'y a pas une majorité d'argent ou dans des cas précis, notamment sur des vieilles monnaies où il peut y avoir un tout petit peu plus d'argent que le reste du métal, on appelle ça du bion. Voilà. Bion, un alliage argent-cuivre où il y a plus de cuivre que d'argent, et l'argent où il y a plus d'argent que de cuivre. Ça va de soi. Cette pièce-là est donc en argent. Nous pouvons donc utiliser les sites de référence, et je vais vous en présenter un tout de suite. On se retrouve donc sur mon site de référence. J'utilise majoritairement fr.numista.com. Numista est un site vraiment génial. Je vous conseille fortement de l'utiliser. Et moi, depuis que j'ai commencé la numismatique, c'est-à-dire il y a 6 ans, à peu près 6-7 ans, j'utilise vraiment maintenant tout le temps ce site-là. Il est vraiment excellent et très facile d'accès. Vous arrivez sur le site. Vous êtes sur la page d'accueil, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez vous connecter si vous avez déjà un compte, vous pouvez changer la langue si c'est pas votre langue préférée, l'anglais par exemple pour être privilégié pour certains. Vous avez là une barre de recherche qui est ici, je l'utilise pas comme ça, je préfère faire manuellement. Ensuite vous avez les onglets, vous avez la FAQ, c'est pour poser des questions sur le site, vous avez les sorties, c'est les différentes informations qui sont relatives au site et tout ce qui est proposé en rapport avec le site. Les échanges, il y a un système interne d'échange de monnaie, de billets ou de jetons, etc. Des gens proposent des pièces, des jetons ou autres objets et demandent d'autres pièces particulières en échange. Ça peut être bien de voir si vous avez des pièces en trop que vous voulez échanger et que des gens recherchent. Ensuite, vous avez le forum où je viens de taper dans le micro là, où vous pouvez poser des questions et où les personnes peuvent vous répondre, notamment. Ça peut être très intéressant si vous n'arrivez pas à identifier une monnaie et que vous voulez quand même de l'aide. Il y aura toujours des bénévoles, des gens sympas prêts à vous aider. Soyez respectueux. Je viens de recaler un gars qui était très peu respectueux et qui nous traitait de guignol alors qu'on l'a juste gentiment aidé. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais vraiment soyez respectueux. On est là pour vous aider. Donc voilà. Ensuite, il y a la littérature, c'est toutes les sources utilisées dans le site, parce qu'il faut sourcer. Ce qui est bien, c'est que c'est un site communautaire, c'est-à-dire que tout le monde peut rajouter des objets s'ils ne sont pas déjà dans le catalogue. Et donc du coup, il faudra donner les sources. Des sources qui peuvent être vous-même, si vous avez l'objet en question, ou des sources écrites, des images, des vidéos, des archives. Voilà, toutes sortes de sources. Et la littérature, donc les appareils de référence, sont inscrits ici. Vous avez également du coup le catalogue, et c'est là où on va. Le catalogue regroupe tous les objets. En l'occurrence, il y a des catégories en fonction des matériaux, des formes, des thèmes, des tranches, etc. etc. Je vous conseille pas d'utiliser ça, vous pouvez, une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Je vous conseille d'utiliser ça, qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis. Vous avez plusieurs catégories d'objets, donc il y a les pièces, les jetons, les médailles, les billets et la parabillétophilie, qui est en fait relatif aux billets. C'est tout ce qui ressemble aux billets. Parabillétophilie, c'est tout ce qui ressemble aux billets, mais qui ne sont pas des billets.
pas des choses qui sont utilisées pour payer ou en tout cas pour transmettre ou stocker de l'argent. Il y a du coup dans la catégorie pièces, dans la catégorie jetons, dans la catégorie médailles, et les deux autres catégories que j'utilise pas personnellement, je ne collectionne pas les billets et la parabilitophilie ne m'intéresse pas particulièrement. Il y a dans les différentes catégories des sous-catégories que vous pouvez voir là actuellement. Il y a des sous-catégories, celle qui va nous intéresser du coup c'est la catégorie pièces, et les sous-catégories font référence à différents types d'utilisation de pièces. Il y a les proto-monnaies qui sont pas réellement des monnaies, notamment les anneaux gaulois en bronze ne sont pas réellement des monnaies. Elles rentrent donc dans cette catégorie-là, mais aussi des monnaies en coquillage par exemple, coquillages gravés. Il y a les fausses monnaies d'époque, c'est comme son nom l'indique des répliques de monnaies d'époque, visant souvent à tromper et faire passer du faux argent. Il y a les essais, qui sont des tentatives non adoptées, ou justement les tentatives des monnaies adoptées par les États. Souvent, les essais de monnaie adoptée seront référencés avec la monnaie en question. Par exemple, les essais des 10 euros, des 2 euros seront recensés avec les 2 euros. Il y a les pièces locales, c'est des pièces qui ont été émises par une ville, par exemple, une région, une localité, un petit village, pièces qui pouvaient souvent être utilisées là. C'est des pièces qui sont assez dures à identifier et elles ne seront pas du tout toutes référencées sur Numista. Il y a aussi les monnaies de nécessité. Bon, les sous-catégories ne sont pas hyper importantes. Monnaie nécessité, c'est des monnaies qui ont été émises alors que le pays ne pouvait pas se le permettre. Ils ont donc émis une sorte de monnaie à crédit, comme pouvaient l'être les bons points francs français de 1920 notamment. J'essaierai d'en montrer une dans la vidéo si j'arrive à en trouver une. Je n'ai malheureusement pas accès à toute ma collection actuellement. Les pièces pour collectionneurs, qui sont des pièces fabriquées exprès pour être collectionnées. Bon, c'est pas mon délire, mais je comprends que ça puisse intéresser. Il y a les pièces non circulantes, ça c'est très intéressant. C'est les pièces qui valent souvent le plus cher au prix du métal. Les pièces non circulantes, c'est souvent des pièces en argent, en or, des fois même dans des métaux un petit peu plus exotiques, mais qui valent tout aussi cher, notamment le platine. Il y a des pièces en platine qui valent beaucoup plus cher que des pièces en or, car le platine est à un coût plus élevé. Les pièces non circulantes, on peut retrouver par exemple les commémoratives Napoléon, les 10 euros Napoléon, les 20 euros Napoléon III, les 100 euros Napoléon III de mémoire, les 10 euros en argent par exemple. C'est des pièces non circulantes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les utiliser dans la vie de tous les jours. C'est des pièces d'investissement. Voilà. Il y en a où la valeur écrite est plus importante que la valeur du métal, et d'autres où c'est l'inverse. Il faut se renseigner, c'est des catégories assez particulières. Il y a les pièces circulantes commémoratives et les pièces circulantes. Les pièces courantes ou pièces circulantes, ça revient au même. Les pièces courantes et circulantes commémoratives, ce sont les pièces qu'on pouvait utiliser dans la vie de tous les jours, notamment. Les pièces courantes, c'est les pièces classiques, les 10 centimes d'euros, les 5 centimes d'euros, les 2 euros, un petit peu plus anciens, toujours français, les 1 franc, les 2 francs. Mais il existe aussi des pièces circulantes commémoratives, comme par exemple la JO 2024, la 2 euros JO 2024, la 10 centimes Joséphine Baker, 10 ou 20 centimes Joséphine Baker, et pour les francs par exemple, la 10 francs Gambetta, voilà la 10 francs Gambetta par exemple. Ce sont des pièces circulantes commémoratives. Les pièces courantes, c'est tout le reste. C'est toutes les pièces, les pièces normales, quoi. C'est la 2 euros classique, la 1 euro classique, la 1 franc classique. Donc c'est souvent cette catégorie-là qui vont nous intéresser. Et de temps en temps, je dis bien de temps en temps dans le cadre très précis, les commémoratives, les monnaies nécessitées, et dans de très rares cas, des monnaies non circulantes notamment. Dans le cas de notre monnaie, nous allons retourner à notre monnaie pour récupérer les informations, mais avant ça, je vais vous montrer quelles sont les informations. Il existe la recherche par photo. La recherche par photo, vous mettez une photo et il va vous donner des correspondances. Ça peut être très utile quand vraiment vous avez aucune idée de ce que c'est, notamment pour trouver le pays ou des pays qui ont émis des pièces ressemblant à la vôtre, notamment les thèmes. Il est facile par exemple de retrouver
qu'une pièce vient du Maroc en envoyant une photo et en voyant qu'en fait le symbole d'étoile est très très utilisé par le pays, il est même sur le drapeau, donc ça peut être utile si vous avez vraiment aucune idée. Mais pour être plus précis, ajoutez un critère et vous avez tous les critères possibles. Donc je vais les expliquer assez brièvement. Il y a autorité émettrice et entité émettrice, c'est grosso modo qui l'a émis. Autorité émettrice, c'est par exemple un roi. Si par exemple on cherche dans le cas de notre pièce Victor, donc si votre numista est en français, il faudra mettre en français. Donc Victor, non, je suis pas réveillé moi. Victor avec le tiret Emmanuel. Emmanuel 1er, Emmanuel 1er, Emmanuel 2, Piémont, Savoie, et nous on a vu Red Italy, donc Victor Emmanuel 2, Italie, les dates où il a régné. Donc avant, il était grand-duc de Toscane, il a été duc de Savoie, donc nous la partie Italie nous intéresse, par exemple, et si vous mettez chercher, là j'ai pas décoché, d'ailleurs je vais le décocher tout de suite pour qu'on ait que les pièces courantes. Notre pièce, en l'occurrence, est une pièce courante. Donc là, on a le nombre de résultats. On a la monnaie de quand à quand elle a été émise, les valeurs possibles de la monnaie, donc 10 centimes égale 1 lire, du coup, facile. Il y a, du coup, on va décocher tout ça. Comme ça, on peut réduire encore, pour éviter de chercher trop loin. Donc là, 43, c'est carrément faisable. Hein. 42, vous voyez, ça part beaucoup retiré. C'est une pièce courante. Et quand on descend, vous voyez, on reconnaît bien Victor Emmanuel II, Red Italia, comme c'était mentionné, comme je vous l'avais dit. L'autre côté ressemble un peu, mais là c'est 5 centesimi. Nous on cherche la 20 centesimi, on se rapproche. 50 centesimi, vous voyez, on y est, 50 centesimi. C'est trié par ordre de valeur. Dans le cas de la 50 centesimi, nous avons ce que c'est, donc pièce, catégorie pièce courante, type, donc le métal. C'est pas possible de savoir comme ça à l'œil, même à la densité, que c'est de l'argent 835. Si vous mettez juste argent, ça va très bien. Je vous montrerai comment faire, ça va très très bien. 2,5 grammes, 18 mm. Et là, c'est les différentes références des livres utilisés pour l'identification. 18 mm de diamètre. Si je vais sur la monnaie, par exemple, on a toutes les informations. On a l'avers, avec la description, le type d'écriture, les inscriptions écrites en totalité, qui a gravé la monnaie, donc Monsieur Giuseppe Ferrari, ou Ferraris, hein, peu importe. Le revers, avec la valeur faciale, ce que c'est, les descriptions, comment est la tranche, des fois il peut y avoir les photos. Ensuite on a N, d'ailleurs ce n'était pas un M, je me suis trompé, c'était un BN du coup. N avec le rectangle BN, pour dire Naples du coup. Nous avons les différentes références de l'eau. Nous, c'était la 63 NBN. Donc, vous l'avez là. Date 63 NBN. Vous avez une photo. C'est pas tout le temps le cas, mais vous pouvez avoir des photos de gens qui ont ajouté leur modèle. Donc, vous voyez bien que c'est la nôtre. Hop. En meilleur état, on est bien d'accord. Si on zoome, on est censé pouvoir voir, vous voyez, le BN ressemble à ça. En négatif dans un rectangle. Ensuite, nous avons NBN, le nombre de tirages, et ensuite nous avons les valeurs. C'est souvent c'est le cas, hein, il n'y a pas toutes les valeurs, et même des fois sur des monnaies un petit peu plus techniques, un petit peu plus rares, il n'y a pas de valeur du tout en fait. Ces valeurs-là sont, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu constater, calculées par rapport à la valeur que les gens ont mentionné quand ils ont mis leur monnaie. C'est quelque chose que j'aborderai, c'est qu'on peut ajouter notre propre collection à Numista pour les aider. Et ça, c'est les statistiques moyennes des prix d'achat de ces monnaies. Donc si vous voyez, on va partir du principe que nous, la nôtre, c'est une B. J'expliquerai aussi peut-être dans une autre vidéo les systèmes de notation. B, donc pour bon état, vous voyez que en l'état, 4,70 €. Au prix de la pièce, je maintiens ça, au prix de la pièce. Maintenant, nous pouvons voir au prix du métal. Et bien là, vous pouvez constater, point en argent, 2,88 €. Cours actuel de l'argent 2,25. En l'occurrence, là, au moment où je tourne cette vidéo, le cours de l'argent est à 2,72, donc c'est même un petit peu plus que ça. Nous avons du coup le prix du métal, proportionnellement au poids
et au pourcentage de métal, au pourcentage d'argent, hein, la valeur est calculée sur de l'argent pur, c'est-à-dire qu'il faut prendre 83,5% du poids, donc faire fois 0,835 pour obtenir le poids et calculer avec le cours de l'argent. Donc là, il y a 4,70 € sur le site. Dans la vraie vie, à ce moment-là, ça serait plutôt aux alentours de 5 €. Et vous voyez, c'est à peine plus que le prix de la pièce, donc là, il est plus intéressant de le vendre au prix du métal si vous voulez le vendre. Ensuite, vous avez la rareté. En fait, c'est défini de 0, c'est pas possible, mais théoriquement 0 jusqu'à 100. 100 étant personne ne l'a recensé, personne n'a dit qu'il ne l'avait. Et 0 étant toutes les personnes qui ont dit toutes les personnes inscrites l'ont. Voilà. 9 étant un score relativement moyen. Souvent, les pièces très rares sont aux alentours de 70-80. Les pièces moyennes sont entre... oui, allez, à partir de 10, je considère que ça commence à être une pièce peu courante. Voilà, une pièce peu courante. Donc là, on est sur une pièce un peu courante, à courante. Et en dessous de 10, c'est très courant. C'est les francs, les euros, c'est tout en dessous de 10. Ça peut aller jusqu'à 1, jusqu'à 2. Vous voyez, donc vous avez les différentes pièces. Vous avez également, donc là nous sommes pour l'Italie, mais dans le doute, il vous ajoute également Piémont-Sardaigne et les autres endroits où il a régné, pour être sûr que vous n'êtes pas trompé dans le choix de Vittorio Emanuele II. Maintenant, au niveau des critères, vous pouvez ajouter... Oula, je me suis trompé de bouton, c'est pas grave. Mon doigt a ripé. Modifier les critères, voilà. Vous avez la référence, ça sera très très peu utile, à part si vous avez vraiment le site. C'est le livre ou le site, c'est vraiment très compliqué d'utiliser les références. Vous avez la valeur faciale, en l'occurrence là on aurait pu mettre 50. Faites attention, les valeurs faciales, souvent vous pouvez mettre par exemple 50 centésimi, mais c'est quand même, à la moindre faute d'orthographe, ça ne fonctionnera pas, ça vous mettra zéro trouvaille. Donc dans le doute, si vous n'êtes pas sûr de l'orthographe ou que vous voyez que quand vous cherchez, ça met 0, enlevez le nom de la valeur, donc le centime, ou la lire, ou l'euro, et mettez juste le chiffre. En l'occurrence, si on met 50, on va faire le test avec 50. Si je mets 50, que je mets chercher, on va tomber que sur des monnaies à 50. Vous voyez, 50 centésimi, 50 centésimi, 50 centésimi, donc on peut trouver notre monnaie très rapidement. 7 résultats, vous voyez, j'ai rajouté un critère, on est quasiment déjà avec la pièce exacte dès qu'on recherche. La devise, maintenant ils ont ajouté un menu déroulant, avant ce n'était pas le cas. La devise, par exemple, nous, c'est la lire. Lire, et vous voyez, acquis d'évêque, en l'occurrence, nous, ce serait la lire italienne, donc il faut trouver, c'est, voilà, Italie, lire italienne. Vous pouvez chercher ça. Si vous connaissez pas le pays ou que vous connaissez pas la devise, évitez, c'est pas hyper pratique. Très très utile, vous avez le millésime et la date grégorienne. La date grégorienne, c'est la date qui est marquée sur la pièce souvent, à part, du coup, je reviens encore dessus, mais les 100 pesetas et d'autres ont des petits pièges. Nous, dans notre cas, ça serait 1863. Bon, là, c'est d'autres pièces que j'ai rentrées. Ça serait 1863. Vous rentrez 1863, il vous donnera que les pièces qui ont été émises en 1863. Si on fait le test, par exemple, 1863, et qu'on met chercher, vous verrez que il va vous donner toutes les pièces qui ont pu exister en 1863. C'est-à-dire que ça sera soit marqué 1863 dans le cas où elle a été émise qu'une année, mais elle peut également, comme là, 1862 à 1867, et ben, ce 1863 étant dedans, il vous le proposera. Nous, dans notre cas, 63 à 67, c'est-à-dire que j'ai l'une des premières, donc elle est mise, évidemment. Tac. Ensuite, nous avons le millésime, c'est pareil, c'est vous mettez sous ce format-là, c'est-à-dire la date la plus ancienne où la pièce a probablement été émise, et la date la plus récente, séparée d'un tiré du 6. Si vous suivez ce format-là, par exemple, si je prends, je sais pas moi, 1850 à 1970, que je mets ça, bon, Victor Emmanuel n'a pas émis jusqu'en 1970, mais du coup, si je mets 1850, il n'y aura pas les pièces d'avant 1850, alors pourtant il en a émis.
de mémoire, il en a émis. Hop. Alors, Mista est un petit peu long, toujours. Hein. Hop. Donc, vous voyez, il n'y en a pas. Bon, en l'occurrence, je n'ai pas pris un hyper bon exemple. Il n'a pas émis de pièces en 1850. Mais du coup, elles n'auraient pas été affichées. Hop. Donc, on enlève le millésime. Vous avez inscription et écriture. Écriture, en fait, c'est quelle langue est utilisée. Si vous ne savez pas exactement quelle langue, vous voyez, vous avez l'arabe, vous avez le koufi, vous avez le maghrébi, vous avez différentes langues avec les caractères, à quoi ça ressemble. Si vous cherchez par exemple du français, vous pouvez trouver du français. Hop. Mais pour le cas des écritures, il est plus intéressant de donner en fait le type d'écriture. Vous avez par exemple le type latin gothique. Je vous montrerai peut-être une pièce si j'arrive à la retrouver. Vous avez le latin cursif. Si vraiment vous ne savez pas faire la différence entre les différentes méthodes d'écriture, mettez juste latin, par exemple, et vous trouverez le latin, que ce soit de l'anglais, de l'italien, du français, ça sera du latin, du coup. Si c'est des pièces marocaines, des pièces algériennes, ça sera de l'arabe, etc., etc. Ça peut être très utile, surtout pour les vieilles pièces où vous voyez que du gothique et vous n'arrivez pas à lire. Utiliser le latin peut être très intéressant. Donc là, tac, je remonte en haut, on met rien. Vous pouvez également mentionner le nombre d'écritures si vraiment vous ne savez pas ce que c'est. Donc vous pouvez mettre une écriture, 2 écritures, 3 écritures, 4 écritures. Je préfère pas le faire parce que je sais jamais quoi mettre, mais vous pouvez tenter. Ça peut toujours être utile. Ensuite, vous avez la composition. Mince, j'ai oublié de mentionner inscription. Inscription, c'est ce qui est marqué. Donc, par exemple, nous, dans notre cas, si on ne veut pas mettre dans valeur faciale centésimi, on peut mettre ici centésimi et il cherchera toutes les pièces contenant centésimi. Faites attention, il ne faut pas de faute d'orthographe, c'est très important. Si vous avez des doutes sur quelle forme adopter, quel format adopter pour écrire le mot, vous avez toutes les informations ici. Donc là, c'est les informations abrégées. Et si vous cliquez, vous pouvez avoir vraiment toutes les informations. Si par exemple, vous n'arrivez pas à lire au milieu, je ne sais pas moi, Italie, c'est marqué Italia, bah vous n'arrivez pas à lire le A. Vous avez comme ça, hop, on ne sait pas, IA. Et donc du coup, il va vous chercher toutes les pièces qui contiennent IT, l'IA, avec toutes les lettres possibles à l'intérieur. Et il vous fera la recherche automatiquement. Ensuite, nous avons la composition. Composition, vous avez toutes les compositions possibles. Bon, si vous ne savez pas trop, vous pouvez mettre directement au niveau des matériaux rigides, bimétalliques, trimétalliques, précieux, non précieux. Est-ce que vous avez l'impression que c'est du laiton, du cuivre, de l'inox? Est-ce que comme les 2 €, c'est du bimétallique? Ou est-ce que comme les 20 francs de l'époque, donc les 20 nouveaux francs, c'était du trimétallique. Les francs Mont-Saint-Michel, par exemple, ils sont trimétalliques, précieux, or, argent, platine, etc. Vous avez tous les métaux classiques. Nous, dans notre cas, ça serait argent, juste ici. Il y a aussi, du coup, l'onglet forme. L'onglet forme va nous donner des informations sur la forme de l'objet. Par exemple, vous avez, si votre pièce est ronde, vous pouvez mettre rond. Si votre pièce est carrée, vous pouvez mettre carré. Si votre pièce est polygonale, vous pouvez mettre polygone. Trouées, notamment les Lindauer qui sont trouées. Et après, sinon, les plus intéressantes quand vous ne savez pas que vous avez des vieilles pièces, c'est pas cope, c'est pas cœur, c'est pas concave, c'est vraiment irrégulière normalement. Vous pouvez trouver une irrégulière en dessous. J'ai déjà passé, malheureusement. Carré irrégulière, vous voyez. Puis il y a rond irrégulier. Et voilà, irrégulière, totalement irrégulière. Ça, c'est pour les vieilles monnaies qui sont mal frappées et tout. C'est vraiment ça qu'il faut prendre. Et après, vous en avez plein d'autres. Bon, généralement, vous utiliserez celle-là, à la rigueur irrégulière, ou rond irrégulière aussi, des fois de temps en temps. Mais du coup, ça peut être très très intéressant pour réduire beaucoup, pour certains pays, le nombre de pièces proposées. Ensuite, vous avez la dimension. Donc ça, c'est le diamètre, globalement, en millimètres. Le poids en grammes. Ensuite, vous avez la largeur. Du coup, ça correspond à l'épaisseur de la pièce. Donc, je vous ai dit, dans le cas où la pièce est tordue, il faut vraiment prendre le bord
ça sera plus précis. Si vous vous dites que oui, ma pièce est usée, la largeur ou la dimension ne fonctionnera pas, sachez qu'ils ont une tolérance. Vous voyez, tapez une valeur, et ben si vous tapez une valeur ou une plage de valeur, il vous fera avec une tolérance de 0,5 mm. Pour la largeur, c'est globalement pareil. Il vous rajoutera un petit peu plus ou un petit peu moins pour avoir quand même évité de louper la pièce, même si elle est usée. Si elle est vraiment très très usée, oubliez ses dimensions. Mais dans ces cas-là, c'est que la pièce est cassée ou que la pièce a vraiment été poncée et il est peu probable que vous arriviez à l'identifier. Ensuite, vous avez la technique, c'est comment elle a été fabriquée. Bon, le reste, c'est très difficile à déterminer pour quelqu'un de novice, hein, même pour moi, c'est assez compliqué. Vous pouvez utiliser directement ça, frappe marteau, frappe presse. Frappe presse, globalement, une méthode très simple pour identifier les deux. Frappe presse, vous avez une pièce bien ronde. Frappe marteau, vous avez une pièce qui est un petit peu irrégulière et souvent les dessins ne sont pas centrés. Après, vous pouvez marquer contre-marque, couper, frappe à la presse, etc. Le principe que vous avez ces deux-là qui sont principaux, ça peut déjà vraiment beaucoup aider. Ensuite, oui, pour la technique, frappe marteau, c'est déjà des pièces qui sont assez anciennes. Vous avez l'atelier monétaire, donc là vous rentrez l'atelier, mais bon, si vous ne connaissez pas la pièce et que vous avez juste une lettre, c'est assez compliqué. Par exemple, pour les Napoléon 3, le K, ça ne parle à personne, c'est atelier, c'est marqué K sur la monnaie, ça ne parle pas, alors que K c'est Bordeaux. Donc ça c'est soit vous le savez par cœur, soit malheureusement vous ne pouvez pas l'utiliser tel quel. Imprimeur c'est pareil, graveur dessinateur c'est pas un peu pareil qu'imprimeur, mais c'est pour les monnaies justement, alors qu'imprimeur c'est pour les billets. Utilisable en, c'est si vous savez quand elle a été utilisable, mais en fait si vous mettez la date grégorienne ou le millésime, c'est-à-dire que vous savez déjà quand elle a été utilisable, c'est peu utile d'utiliser ça. Le thème peut être très utile, et la série peut être utile, mais malheureusement c'est assez dur aussi, il faut déjà connaître la pièce en fait pour utiliser ça, c'est juste pour les retrouver plus facilement, et pour recenser selon d'autres critères, pour ceux qui cherchent en fait les autres pièces de la série. Le thème, vous avez les thèmes en fait, c'est les dessins qui sont abordés. Dans notre cas précis, il y a un buste. Malheureusement, le terme buste n'existe pas. Donc du coup, nous, ça serait personnage. Personnage célèbre, si vous ne savez pas, ou là, en l'occurrence, personnage politique. Parce qu'effectivement, ça a été un roi, donc personnage politique est la catégorie qui correspond le mieux. Pour le revers. Pour l'avers, vous avez, vous voyez, une couronne de fleurs. Donc si vous marquez couronne, vous avez couronne, couronnement, couronne de plantes. Donc vous pouvez mettre couronne de plantes. Est-ce qu'il en existe d'autres sans couronne de plantes? Par exemple, vous voyez, celle-là, elle est sans couronne de plantes. Donc si je mets couronne de plantes, on ne la retrouvera pas. Vous voyez, vous avez que les pièces avec une couronne de fleurs. Bon, en l'occurrence, là c'était très sélectif. Donc avec les informations que j'ai mis, il a eu tendance à ne pas vouloir. Si vous mettez juste plante au lieu de couronne de plantes, ça pourrait être plus intéressant pour vous, pour éviter de devoir tout enlever. Le thème peut être très intéressant si vraiment vous avez des petits morceaux de relief. Ensuite, vous avez ça. La barre de recherche peut être vraiment aussi très intéressante et les émetteurs très intéressants aussi. Vous ne pouvez pas ajouter ici les pays. Si vous savez que c'est émis par la France mais vous ne savez pas par qui, vous pouvez venir ici. Donc là, on est en dehors de modifier les critères. Hein. On est là, tous les émetteurs. France. Mettez pas entrée. Hein. Il faut bien sélectionner France. Vous avez les sous-états. Par exemple, Île-de-France et de Bourbon, Royaume de France, Nouvelle-France, tout ça. Vous mettez France. En l'occurrence, Victor Emmanuel II n'est pas français. Il n'y a donc pas de pièce française. Si je mets chercher, il ne me retournera rien. Oui, mais il a enlevé le Victorio Emmanuel II. C'est normal, du coup. Donc ça, c'est pour les pays. Et puis, si vous cherchez ici, si on met 50 centésimes, c'est pas magique, parce qu'il va se baser sur la sémantique et sur les mots qui apparaissent. Mais du coup, si vous vraiment voulez être précis et éviter de perdre des informations ou du temps, utilisez vraiment ajouter les critères, c'est très précis. Si vous voulez gagner du temps parce que vous connaissez déjà la monnaie et que vous avez déjà mis 2-3 critères et que vous voulez juste rajouter une petite précision,
Vous pouvez mettre centésimi comme ça, 50 centésimi, hop, vous pouvez même rajouter la date, par exemple, 1863. Si je mets 50 centésimi 1863, vous voyez, il y a les pièces qui apparaissent. C'est mieux, je vous conseille vraiment d'utiliser, ajouter les critères au début, surtout quand vous n'êtes pas sûr des informations que vous mettez, pouvoir tester. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Dans notre cas à nous, il s'agit donc bien de cette pièce-là. Vous avez toutes les informations qui sont ici. Voilà. Et vous avez aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut être intéressant si vous voulez aussi vous faire une idée, l'état et le prix auquel des pièces ont été vendues. Vous voyez, bon, personne ne peut dire comme ça de but en blanc, c'est une FDC, fleur de coin, ça veut dire fleur de coin, FDC. Ça doit être forcément avec certificat d'authenticité ou à minima justificatif d'un professionnel, sinon vous n'avez pas de crédibilité en fait. Et là vous avez les différentes ventes, notamment là c'est sur eBay, vous voyez, les Victorio et Manuel sont sur eBay. Si vraiment vous voulez aller à avoir d'autres valeurs, je vous le conseille pas, parce que les valeurs là-bas sont très variables. On peut avoir des pièces dans le même état avec des prix complètement différents, des pièces identiques hein, avec des prix complètement différents dans le même état, mais vous pouvez utiliser Numis Corner. Je ne conseille pas. C'est s'il n'y a pas d'informations sur Numista qui sont plus précises et beaucoup plus réalistes. Par exemple sur Numis Corner, de mémoire, je l'avais déjà vérifié pour la 50 centésimi, ça se vendait 70 € en B, alors que vous voyez qu'en FDC, c'est-à-dire le tiers le plus haut qui existe en termes d'état, ça se vend, là il s'est vendu 23, 75, 150, 80 pour du B. C'était un B, il voulait le vendre 80. Vous voyez que c'est complètement hors de prix. Hein. Donc, je vous le conseille pas. Voilà. Dernière petite aparté, vous avez la fréquence, si vous vous demandiez ce que c'était. C'était en fait le pourcentage des gens qui ont cette monnaie, le pourcentage de gens qui ont quel type. Vous allez vous dire, oui, mais c'est bizarre, ça fait plus que 100% dans beaucoup de cas. Normal, parce que les gens peuvent avoir plusieurs fois la monnaie. Si par exemple, notre très cher ami renseigne ses monnaies et dit, j'ai une 63 MBN et une 67 NB, bah, ça fait monter le pourcentage de NBN et le pourcentage de MBN, alors que pourtant il est tout seul. Donc ça peut faire plus que 100%. En fait, il faut regarder le chiffre le plus haut, c'est-à-dire globalement, souvent, le chiffre le plus haut, c'est la pièce que les gens ont le plus, donc celle qui s'est le mieux conservée. Et des fois, ça peut être paradoxal. Par exemple, la 19 millions, on s'attend à avoir un chiffre plus important que la 10 millions ou que la 7 millions, alors qu'en réalité, la 19 millions est à 5. C'est juste le pourcentage qui est arrivé jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi pouvoir en faire de manière plus régulière sur cette chaîne et de pouvoir continuer à vous aider à identifier des monnaies. Je vais probablement continuer à faire des identifications de monnaie pour vous apprendre, pour vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serai disponible, j'espère, le plus souvent pour y répondre. Si vous avez des questions sur des pièces et tout, je pourrais aborder même le sujet en vidéo si vous avez des pièces à me demander. Par exemple, comment aider à identifier telle pièce ou quelles sont les caractéristiques de telle pièce. N'hésitez vraiment surtout pas. Pour la prochaine vidéo qui, je pense, va sortir soit en même temps, soit un peu après celle-là, je vais traiter des pièces un petit peu plus usées pour vous montrer vraiment quand vous trouvez des vieilles pièces, comment les identifier. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite vraiment sortir des vidéos de manière régulière. J'espère avoir le temps, j'ai les études à côté, j'ai ma vie à côté. Donc j'espère que mon contenu vous plaira et que vous continuerez à regarder mon contenu et mes vidéos et qu'elles pourront vous être utiles. C'est le but principal. Sur ce, ciao!